Merci Gilbert. Nous sommes de retour sur le plateau pour la deuxième table ronde de cette matinée qui va porter sur quelle technologie au service de l'efficacité des équipes métiers. Alors pour parler de cette thématique, j'ai plusieurs invités autour de la table. J'ai tout d'abord Sébastien Kaiser qui est directeur connectivité et réseau ISNCF. Bonjour. Bonjour. J'ai Laurent Condamine qui est DSI de ID Logistique. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi Thierry Vasseur, qui est vice-président et directeur des ventes de Zebra Technologies en France et au Benelux. Bonjour. Bonjour. Et enfin, j'ai Laurent Piel, qui est directeur commercial division Mobility Hub One. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question que je vais vous poser, tout d'abord à Sébastien Kaiser. Dans votre transformation digitale, alors on va parler de SNCF et de la SNCF, quelles sont les technologies que vous avez mises en place? Alors, je parle bien du pluriel, parce qu'effectivement, vous en avez quand même beaucoup ou plusieurs. Elles sont forcément plurielles, puisque l'activité des SNCF elle-même est plurielle. On est à la fois un aménageur, un bras armé du gouvernement pour l'aménagement du territoire. On est dans 3000 gares en France, on traverse 10 000 communes. Et puis on a SNCF Immobilier, on a presque 9 millions de mètres carrés en gestion. Donc, vous voyez qu'il y a une grande diversité. Puis on a un acteur industriel de référence avec et à la fois le matériel roulant et l'activité industrielle pour les voyageurs, mais aussi avec la logistique, avec Geodis. Et puis, bien sûr, le mass transit urbain avec Keolis. Et donc, il n'existe pas une technologie qui répond à tous les besoins. Et en bon industriel que nous sommes, on évalue les cas d'usage et les solutions à apporter. Donc, la réponse la plus rapide que je peux vous faire, c'est nous avons toutes les technologies qui existent. Alors, en fonction des métiers, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples typiquement, on va avoir le Wi-Fi dans les gares, d'ailleurs qu'on fait avec Boan, où on va aller servir le client et les agents, d'ailleurs, dans les gares pour leurs besoins, soit d'infotainment de service ou d'opération pour les agents. On va aussi travailler beaucoup sur des sujets de 4G PMR aujourd'hui, qui sont complètement nouveaux, pour accompagner notamment les forces de police, puisque c'est SNCF qui est mandaté et assermenté pour organiser les forces de police dans les transports dans ces emprises. Donc, on soit bien au courant, la notion de PMR, c'est vraiment le réseau qui était dédié. Oui, c'est ça, pardon. C'est PMR au sens Professional Mobile Radio et pas personne à mobilité réduite. Donc, par exemple, et puis on a aussi une activité très forte aujourd'hui autour de la 5G. Alors là, qui est plutôt un peu plus prospectif, avec l'objectif d'aller chercher les nouveaux cas d'usage, mais aussi derrière les nouveaux modèles d'opération et les modèles de service, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique derrière tout ça. On voit juste une opportunité dans les fonctionnalités de la 5G pour servir des besoins serviciels ou industriels, mais on doit aussi construire les modèles économiques et les modèles de services de demain qui vont s'appuyer dessus. Par exemple, sur du Wi-Fi en gare, c'est quoi le modèle économique qu'il y a derrière? C'est un modèle économique qui n'est pas... c'est serviciel? Oui, qui est purement serviciel. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser le plus après, c'est les données des traces Wi-Fi pour mieux comprendre les flux dans la gare, pour mieux dessiner l'expérience client dans la gare. Mais il n'y a pas un modèle économique sinon associé. Voilà. Même question pour Laurent Condamine sur ID Logistique. Justement, qu'est-ce que vous utilisez comme technologie vis-à-vis des métiers? Plusieurs technologies aujourd'hui sont utilisées au sein de ID Logistique, donc un peu effectivement assez global. On oriente effectivement, surtout grâce à Boan, certaines solutions. Donc on a mis en place un chariot put to life sur la partie préparation de commandes, sur la partie plutôt orientée textile. Et depuis, on travaille effectivement sur le monde, la digitalisation de nos processus, plus sur des améliorations en pictographique et pactographique. Donc on est aujourd'hui sur de l'IoT, sur du Wi-Fi, sur du e-beacon, pour pouvoir tracer effectivement l'ensemble de nos événements au sein de l'entrepôt. Pour les spectateurs, quand on parle de chariot put to life, ça veut dire quoi? C'est un chariot, en fait, designé avec une information de préparation de commande, c'est-à-dire que l'opérateur a une information guidée par la voix pour prélever du produit et une lumière s'allume pour pouvoir déposer le produit dans le bon colis. C'est des chariots multicommandes qui permettent de préparer jusqu'à 8 à 12 commandes en simultané. D'accord. Laurent Piel, quand on entend ces deux exemples, justement, on parlait avec Laurent Kaiser, Sébastien Kaiser, de l'adéquation entre la technologie et puis finalement les usages. Chez Hub One, c'est quelque chose que vous regardez aussi et vous adaptez, on va dire, la bonne technologie aux bons usages? Oui, alors c'est vrai que l'accompagnement qu'on fait pour les entreprises, il part d'abord d'un besoin métier et d'une approche où on va d'abord essayer de comprendre à la fois
les processus, les enjeux métiers. Et ensuite, on va y apporter des solutions technologiques qui sont effectivement des combinatoires, puisqu'il n'y a pas une seule techno. Par contre, effectivement aussi, dans la démarche, la valeur ajoutée aussi, c'est d'accompagner chacune de ces étapes, aussi bien pour concevoir, pour effectivement déployer et maintenir en conditions opérationnelles, avec un spectre aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, où on doit intégrer aussi de nouvelles composantes. Nous, dans nos domaines, on rentre aussi avec la mutation autour d'Android. Donc, Android dit environnement grand public qu'il faut stabiliser. Donc, tout ça fait que dans les applications aussi qu'on va mettre en place chez les clients de traçabilité, il faut à la fois s'intéresser au matériel, à cette composante logicielle, mais surtout à cette composante sécurité aussi, pour faire en sorte que derrière, la solution, elle soit, on va dire, industrielle et fiable de bout en bout. Alors justement, sur cette partie matérielle, Laurent Piel l'a évoqué. Thierry Vasseur, vous, justement, comment on adapte, entre guillemets, le terminal avec l'usage métier? Alors, c'est vrai qu'on est une société technologique et une société à connotation hardware par rapport à tous ces éléments-là, mais c'est comme l'a dit Laurent, c'est vraiment une approche métier dans cette démarche qu'on a d'une manière commune avec Boine. C'est vraiment de donner la visibilité à nos partenaires, mais surtout aux clients, d'avoir dans leur process une vue complète de pour les aider à prendre la bonne décision au bon moment. Donc la technologie, elle est, je dirais, en arrière de toute cette chaîne de décisionnement et de décision, pour mettre en place des solutions clients. Quand on est, j'allais dire, en arrière-plan, il faut Oui. que ça fonctionne, parce que pour le coup, et de l'intégration à la fois logicielle, et puis des terminaux qui soient ergonomiques, qui soient adaptés. Tout à fait, il faut des terminaux ergonomiques qui soient adaptés au process métier. Ce n'est pas les mêmes terminaux chez ID Logistique que des terminaux qui vont être utilisés par un médecin dans une salle d'opération, par exemple. Donc là, bien sûr, nous, on travaille sur l'ergonomie des produits, c'est important pour nous. On travaille sur comment intégrer les technologies et comment aussi intégrer ces technologies dans les solutions logicielles que vont déployer nos partenaires. Alors, on l'a vu sur la première table ronde, on a évoqué la période un peu trouble qu'on traverse et qu'on a traversée avec la pandémie du Covid-19. Peut-être, Laurent, Sébastien Kaiser, je vous appeler Laurent, mais on va y pourquoi arriver. pas, mais... Sébastien Kaiser, comment vous avez justement adapté peut-être aussi à la fois les technologies et puis les métiers avec cette période? Alors, effectivement, en plus, quand on parle des SNCF, on est tout de suite sur les chiffres un peu superlatifs, vu la masse salariale et l'emprise territoriale qu'on a. Je dirais pas qu'on a dû réorienter, parce qu'on avait déjà pris le virage du cloud, on était déjà parti dans une optique Zero Trust Network, c'est-à-dire qu'on doit utiliser Internet comme réseau d'entreprise. Alors, la transition était en train de se faire. On avait déjà fait l'adoption progressive de Office 365, de Teams pour tous les agents, etc. Par contre, on a subi une accélération complètement incroyable, où en gros, on a gagné 5 ans en 3 mois. Et je vais juste donner quelques chiffres pour que vous voyez, mais on est passé, rien que sur la partie VPN, l'accès aux applications professionnelles qui ne sont pas normalement directement accessibles de l'extérieur. On a dû passer à 60 000 accès VPN, avec en moyenne 35 000 accès simultanés. Donc, et on partait d'une base à 6 000. Et donc, on a dû faire ça pour continuer les opérations. Par exemple, le TGV médicalisé, faut construire les horaires, il faut suivre les circulations, mais les gens ne pouvaient pas aller sur site. Donc, il fallait bien construire toute la chaîne d'opération à distance, ce qui n'avait pas été prévu pour au départ. Et puis après, les agents, on a doté, en gros, en adoption numérique, il y a à peu près 100 000 agents sur Teams. Donc, c'est avec un point qui était intéressant, c'est qu'on a vu la bascule vers l'usage du smartphone. C'est-à-dire que là, dans les chiffres que j'ai, on est passé de 4 800 connexions sur smartphone à 50 000 connexions sur smartphone jour, entre février et avril. Donc, voilà. Et une fois qu'on a, c'est des chiffres astronomiques, mais est-ce que finalement l'usage a perduré aujourd'hui? Et puis justement, est-ce que vous disiez, ça a été un accélérateur, ça a permis aussi de créer de nouveaux business, en tout cas vous avez accéléré sur des projets bien particuliers? Alors, créer des nouveaux business, c'est les externalités positives de la nouvelle façon de travailler dans l'entreprise, je ne sais pas l'évaluer comme ça, puisqu'on a quand même un problème sur l'activité de transport au sens propre aujourd'hui avec le contexte sanitaire qui est le nôtre, donc j'aurais du mal à vous faire le bilan exact. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que cette adoption
a été très bien accompagné, a été très apprécié. Et aujourd'hui, les métiers qui ne sont pas des métiers directement de production comprennent l'intérêt de faire des choses à distance, et c'est vraiment rentré profondément dans les modes de fonctionnement aujourd'hui, quoi. D'accord. Laurent Condamine, pareil, il y a même question. L'impact du Covid, et puis est-ce qu'il y a des choses qui ont été accélérées ou vous avez créé des nouveaux business? Ah oui, exactement. Alors, dans la continuité de ce que dit Sébastien, effectivement, ça a été un vrai accélérateur. La période du Covid a été un peu particulière, et donc sur la transformation du monde digital, effectivement, on a gagné énormément d'années. On a dû, d'un côté, nous adapter, créer effectivement des sessions VPN en accéléré, mettre des moyens. Alors, on avait anticipé la partie matérielle. Par contre, dans les priorités de ce qui a été mis en œuvre, donc la protection du personnel, le changement un peu de nos modes de travail, de nos processus, et on a dû augmenter et faire appel à nos partenaires, comme Boine, pour pouvoir augmenter aussi notre capacité. Certaines activités ont été arrêtées, et, malheureusement, et d'autres ont su performer, donc on a dû effectivement nous adapter et mettre les moyens en conséquence pour pouvoir monter effectivement et accompagner la croissance et la performance. Et il y a un élément aussi, c'est que les gens qui étaient restés finalement sur site, on a eu des contraintes et un protocole sanitaire. En fait, la technologie vous a permis aussi de peut-être diffuser l'information, ou en tout cas faire de la formation sur cette partie-là? Alors sur la partie formation, effectivement, on a dû augmenter d'un côté et trouver aussi du personnel remplaçant par rapport à ce phénomène de manque aussi et d'absentéisme qui est un peu plus élevé qu'à l'habitude. Et on a effectivement eu recours à des formations soit en visioconférence pour pouvoir accompagner la montée en compétences, ou des formations en e-learning, beaucoup plus individualisées. Et on a eu un effet accélérateur aussi sur la réalité virtuelle. On est en train de travailler plus sur la réalité virtuelle pour pouvoir rentrer un peu plus dans le processus métier, pour pouvoir monter en compétences avec les différents niveaux de nos collaborateurs. Et peut-être une question naïve, mais juste quand on parlait au début des différentes technologies que vous avez récupéré aussi beaucoup de data sur les flux à l'intérieur de l'entrepôt. Toutes ces données-là vous ont permis aussi peut-être de réaménager ou d'optimiser peut-être de manière plus efficace ou plus rapide les entrepôts? Alors, ça a permis effectivement la donnée d'optimiser un peu mieux effectivement et d'aller à l'essentiel. On était dans une période effectivement où le superflu n'était pas forcément nécessaire. On a concentré effectivement par rapport à l'opération, par rapport aux exploitations et aux attentes de nos clients. Donc, on a pu réorienter effectivement nos moyens pour pouvoir effectivement réaliser nos tâches au quotidien. Laurent Piel, est-ce que je me trompe? Non, c'est Laurent Piel. C'est Laurent je vais y arriver. Laurent Piel, justement, sur cette partie Covid-19, comment vous avez accompagné les clients? Est-ce que vous avez aussi des exemples à nous partager sur justement comment ils ont traversé avec multiples technologies? Alors, le premier élément à souligner, c'est que déjà de dire on a été là pour nos clients, parce que il faut remercier, et c'est un choix fort de l'ensemble de notre organisation, de dire on a maintenu l'ensemble des people sur le pont pour justement déjà assurer le maintien en condition opérationnelle des solutions. Donc ça, c'est déjà un première étape. Deuxième élément, effectivement, on a accompagné certains clients dans l'évolution face au Covid-19. Prends par exemple un élément qui est très important aujourd'hui maintenant, c'est quand des entreprises mettent en place ce qu'on appelle la preuve de livraison. Bon, la preuve de livraison, elle se fait normalement avec une signature électronique. Compte tenu du Covid, il fallait arrêter effectivement ces signatures électroniques. Donc, on a mis en place des solutions avec certains clients pour ne pas avoir cette preuve électronique et la transformer. On a développé, nous, notre propre solution de signature électronique sans signature. Donc ça, sans contact? Sans contact, voilà, exactement. Une signature sans contact. Où effectivement, en fait, on prend une photo et puis on envoie un mail tout simplement au client qui la quitte ou qui re-signe dessus. Donc ça, c'est des applications très, très concrètes. Troisième élément, d'ailleurs, on discute avec certains partenaires dont il y a des réflexions aussi sur si les gens ne sont pas là, comment on fait? Est-ce qu'on peut automatiser? Quelles sont les solutions qui peuvent exister? Donc, évidemment, là aussi, ça nous amène à avoir d'autres réflexions et sur un terrain qui nous est cher, qui est du co-développement, pour le coup, puisque aussi dans notre ADN, la démarche, c'est de développer des solutions, et on a coutume de dire les challenges de nos clients sont nos innovations. Donc voilà. Et puis de la même manière, aussi un autre élément qu'on peut partager aussi avec Thierry, c'est qu'on voit bien sur toute l'activité e-commerce, là il y a eu une marée, un boom incroyable qui fait qu'on a été obligé aussi tout simplement de déployer massivement du matériel pour accompagner les clients là-dedans. Un appel du pied.
Alors oui, nous aussi, on a dû être présents par rapport à nos clients, bien évidemment, parce que même si certains partis économiques se sont mis en sommeil pendant la période du Covid-19, d'autres ont explosé, excusez-moi du terme, littéralement, avec des demandes accrues, avec des besoins de solutions innovantes. Tout le monde n'avait pas une mise en place digitale de solutions optimales, on va dire, dans un certain nombre de cas, et des fois les tuyaux étaient un petit peu trop petits, donc il a fallu aider avec nos partenaires d'augmenter la capacité, d'être très réactifs, de trouver aussi des solutions innovantes par rapport aux besoins. Laurent parlait de la signature sans contact, ça pouvait être aussi, et on a aussi développé des produits en termes de machine vision, c'est-à-dire d'avoir la réalité augmentée, de récupérer des données pour pouvoir faire aussi un peu plus de prédictif, d'analyse prédictive. Pas de donner que des éléments à l'instant T, mais d'avoir une vision de ce qui va se passer un petit peu sur les jours et les semaines à venir. Et puis, tout ça nous a permis de répondre présent pour accompagner les partenaires. Mais ça a été vraiment la période de Covid-19 et elle est toujours un accélérateur de mise en place d'un certain nombre de technologies. Vous parliez de prédictif. En fait, j'allais dire, l'orientation ou l'accélération va être plutôt orientée cloud et IA pour les prochaines étapes. Oui, bien sûr, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de données, en place. Il faut savoir les exploiter. C'est bien d'avoir un tableau de bord, mais j'ai tendance à dire que c'est mieux de savoir aussi où on va. Et là, oui, l'intelligence artificielle, le cloud va nous permettre, aussi des nouvelles technos telles que 4G LTE, le 5G, Wi-Fi 6, va nous permettre de collecter tout ça et d'analyser. Et quand on gère des terminaux, en tout cas fabrique des terminaux, l'intelligence artificielle, on la met à l'intérieur ou on la décale justement dans le cloud? Alors, on la décale dans le cloud. Aujourd'hui, on a des Zebra est le leader sur le marché des terminaux Android. Donc, on a des millions de terminaux qui sont en fonction et on récupère un certain nombre de données qu'on va mettre dans le cloud, qu'on va analyser et qu'on va mettre à disposition de nos partenaires qui vont pouvoir multiplier les effets de ces données. C'est-à-dire que même si un client n'a que 300 terminaux, on va pouvoir s'appuyer sur une analyse fonctionnelle qui remonte sur des millions de terminaux pour aider sur de l'analyse prédictive de batterie, sur de l'analyse prédictive de mouvement. On parlait aussi d'innovation dans la technologie. Aujourd'hui, le fait d'avoir des terminaux, on est capable d'analyser des gens qui ont été proches à un moment, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'analyse de proximité dans un entrepôt. S'il y a un cas de Covid, on peut dire, tiens, ces gens-là ont été proches à un moment et peut-être qu'il faut tester cela. Par contre, dans cette branche-là, on n'a aucun cas. Donc, il y a toute cette notion de données qui est importante. Alors derrière la technologie, il y a de l'humain. Donc quand on fait cette partie-là, comment on fait pour acculturer, j'allais dire, les métiers face à la technologie, Laurent Piel? Alors, évidemment, je pense que le premier point de départ, c'est de partir de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut, sur chacun des projets qu'on a pu mener, une des clés de succès, c'est d'impliquer le plus tôt possible le métier et les utilisateurs, notamment pour l'appropriation de certains outils. Si effectivement, on prend l'exemple dans le domaine de la logistique, les personnes qui travaillent dans les entrepôts, c'est du personnel particulier qu'on doit former. Donc, partant de là, c'est hyper important que dès le départ, on prenne le pouls et surtout qu'on comprenne les besoins métiers. Et derrière, effectivement, qu'on commence à bâtir une solution à travers aussi des phases de POC ou de pilote avant un déploiement massif. Et je pense qu'effectivement, c'est important de respecter aussi ces phases-là pour justement faciliter l'acculturation. Laurent Condamine, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Laurent Piel, notamment au niveau des ambassadeurs, ou en tout cas de voir des gens à l'intérieur aussi de la société qui sont capables de diffuser de l'acculturation? Non, oui, on se retrouve particulièrement. C'est vrai que la population au sein des entrepôts est un peu particulière et elle a besoin de processus d'accompagnement sur des solutions qui sont simples et compréhensibles. Donc, on doit effectivement travailler en amont. On a des ingénieurs qui travaillent avec les équipes de Boine, entre autres, pour pouvoir rendre simple les solutions qui sont déployées, pour pouvoir qu'il y ait un apprentissage beaucoup plus facile. On est en train de retravailler justement avec Boine sur des typologies d'écran pour pouvoir simplifier effectivement les différentes étapes au sein des processus de l'entrepôt. Et on accompagne effectivement, comme je le citais tout à l'heure, on a la partie en mode e-learning pour pouvoir effectivement avoir cet échange entre l'utilisateur et la solution en question. Et là, juste pour revenir sur les modules e-learning, ça passe par des modules d'application métier. On a parlé de la réalité virtuelle, mais ça,
j'allais dire, il y a aussi les basiques qui sont les applications métiers. C'est les applications métiers, tout à fait, qui sont retranscrites. On va effectivement jouer à travers les différents outils qui sont mis à disposition de l'opérateur dans son process futur à réaliser au sein de l'entrepôt. Donc, on reproduit l'application métier et les process au sein de l'entrepôt. Et je reviens aussi sur la période du Covid. Ça vous a permis aussi de former aux gestes barrières le personnel. Oui, ça a permis effectivement de différencier. Alors, une des conséquences par rapport aux gestes barrières, c'est aussi l'augmentation du nombre de terminaux. Donc, et Thierry parlait effectivement des évolutions sur les nouvelles technologies. Donc, ça induit forcément un impact sur nos coûts, mais ça a permis effectivement de différencier, de dissocier et de répartir de manière individualisée les différents moyens qui étaient mis en place au sein de l'entrepôt. Sébastien Kaiser, parce que aussi je l'ai bien dit. Bravo. Merci. Donc pareil, même question, le rapport à l'humain, ou comment on accompagne l'humain à ces changements technologiques au final. Déjà en leur apportant de la valeur, en leur facilitant la vie au quotidien, en échangeant et en bénéficiant de leur expérience, parce que c'est au service d'eux. On se met, quand on apporte une numérisation, une digitalisation, vous l'appelez comme vous voulez, d'une opération, c'est au service de l'efficacité et de meilleures conditions de travail de l'agent. Après, il faut différencier, on a les agents qui sont au contact de la clientèle. La clientèle, de toute façon, elle est connectée. Donc, de toute façon, pour eux, l'outil numérique, il faut toujours plus de numérique pour être plus immédiat, plus précis dans la réponse avec le client, pour raccourcir aussi, tout simplement, la distance, des fois, entre clients. Je parle, par exemple, culturel. On travaille aujourd'hui sur de la traduction simultanée, ce genre de choses, parce qu'on peut avoir une clientèle internationale. Elle viendra sans doute aussi. Et puis en usine, dans ce qu'on appelle les technicentres, par exemple, qui font la maintenance des trains, on a vitalement besoin de cette technologie pour la performance du processus industriel, la sécurité des agents, la traçabilité. Donc, de toute façon, on a aujourd'hui un vrai sujet qui va être plutôt l'apport de la connectivité, puisqu'on ne fait pas de numérique sans connectivité. Et chez nous, ça prend une connotation particulière parce qu'on est sur tout le territoire. On a presque un problème d'ordre national, c'est-à-dire que les agents qui travaillent sur les voies, les pieds dans le ballast, dans une zone qui ne capte pas, comment ils assurent leur sécurité, comment ils sont efficients, comment ils transmettent l'information au bon moment. C'est un vrai sujet de couverture et d'aménagement du territoire. Les emprises industrielles que vous connaissez bien, avec des zones mixtes plus ou moins indoor, plus ou moins profonde, alors pas autant que dans les aéroports, mais dans les fosses, etc. Comment on s'assure d'avoir le bon niveau de connectivité pour soutenir l'outil numérique qui va aider l'agent. Et puis la formation, la culturation. On a une université du numérique, je vais vous donner juste un chiffre. Elle a fait, j'y croyais pas moi-même, elle a fait 30 fois plus de formations entre février et avril 2020 que la même période en 2019. Enfin, on a en moyenne 600 personnes formées à distance en permanence. On avait mis en place tout ce qui était self-care, portail d'aide en ligne, etc. On est passé de presque rien à 15 000 visiteurs jour. Donc, on voit que l'adoption par les agents est massive et pérenne, surtout. C'est ça qui est important. Après, il y a quand même un phénomène culturel, c'est que, quoi qu'on en dise, toutes les générations, avec leur nouvelle génération, maintenant, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une exigence même d'avoir des outils up-to-date, c'est-à-dire que ceux qui arrivent sur le marché, on en parlait aussi avec Thierry, avant, les premiers lecteurs code à barre, c'était des briques. Maintenant, ils nous disent, mais attendez, moi, je mets un smartphone. Donc, il y a aussi une dynamique qui nous pousse même à répondre plus rapidement avec des outils plus up-to-date et avec des exigences, par contre, en termes de services qui sont redoutables, parce qu'effectivement, il y a toujours ça marche ou ça marche pas. De service, de fiabilité, de durabilité. Et c'est vrai que l'ergonomie est fondamentale. Effectivement, les nouvelles générations n'ont pas envie d'avoir des outils un petit peu archaïques qui sont tout de suite pour référencer en période de Moyen-Âge. Donc l'ergonomie est importante et on travaille beaucoup sur ces phénomènes-là. On étudie beaucoup. Je voudrais donner un exemple de terminaux qu'utilise ID Logistique, qui étaient avant, on avait des terminaux qui étaient horizontales. Donc quand on lisait par exemple un code barre, il fallait le ramener vers soi pour le lire. On a redéveloppé un terminal qui est droit. C'est-à-dire qu'on va lire le code barre et en même temps lire l'instruction qui est en même temps. Donc ça, c'est par exemple des choses qu'a mis en place ID Logistique. Ça a des gains de productivité, mais en plus, ça a un avantage certain, c'est qu'en termes d'ergonomie, il est beaucoup plus accepté par les utilisateurs. Sébastien Kaiser, en préparant la table ronde, il y a aussi, je recoupe un petit peu ce que vous disiez à propos des générations, est-ce qu'il n'y a pas un conflit aussi entre le temps long et le temps court comment on gère cette notion d'acculturation avec, vous avez l'IT, l'OT,
des distinctions avec des choses qui sont très legacy et d'autres qui sont peut-être plus en avance. Et il peut y avoir un conflit entre les deux. Comment on gère cette notion de temps long et de temps court? Alors, il y a deux notions de conflit dans ce temps long et temps court. Il y a, on va dire, la culture et l'appropriation qui va avec par les agents. Et à nouveau, il faut aller sur la mise en exergue de la valeur. Mais néanmoins, il y a des règles à ne jamais dépasser, enfin, qui sont non négociables, mais qui sont au cœur de chaque agent, qui vont être la sécurité, premièrement, quoi qu'il arrive, la sécurité de l'agent dans son environnement industriel, la sécurité, bien sûr, du voyageur et des opérations ferroviaires, qui nécessitent, de toute façon, de prendre le temps et d'étudier les conséquences de ce qu'on fait. Et puis, son pendant virtuel, hélas, qui a des impacts bien réels, tout ce qui est cybersécurité, on est vraiment, vous imaginez SNCF, la surface d'exposition et l'attirance que ça peut avoir. Donc, on a vraiment des moyens très importants au niveau SSI, et ça fait partie, en fait, ça accompagne, tout comme on pense la sécurité ferroviaire ou la sécurité industrielle, on pense la sécurité des systèmes d'information d'abord. C'est vrai qu'avec la digitalisation aussi, les outils mobiles, ce qu'on voyait dans le monde, on va dire, plus de la machine physique reliée du bureau, là maintenant, les fameux PDA, c'est des portes d'entrée pour effectivement des attaques. Et ça, il y a une mutation qui est en train de s'opérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est hyper important qu'on puisse accompagner aussi nos clients sur ces aspects de sécurité, notamment, encore une fois, avec Android et un environnement qui est plus instable. Donc ça aussi, ça change. Et quand vous parliez de temps court, temps long, c'est aussi des choix qu'on doit faire en accompagnement des entreprises, de dire, écoute, ok, est-ce qu'on fait la montée de version ou on ne la fait pas pour stabiliser l'application? Et de la même manière aussi, un autre élément, c'est que c'est vrai que dans nos développements logiciels, l'environnement dans lequel fait modifie aussi nos approches, où on va peut-être, effectivement, comme ça avait été dit tout à l'heure, privilégier des méthodes agiles pour faire face, avancer plus rapidement sur des solutions chez les clients. Donc c'est vrai que ça crée aussi un autre environnement pour nous dont on doit effectivement... C'est d'autant plus important que certaines plateformes viennent d'un monde qui est différent de celui de l'industrie. On peut parler d'Android, par exemple, qui est quand même à l'origine un produit de consommateur. Et aujourd'hui, tous les terminaux portables sont en train de migrer sur Android. Et ça veut dire qu'il faut un Android sécurisé, professionnel et qui dure dans le temps. C'est-à-dire que si un téléphone portable, je crois, la moyenne de vie, c'est 18 mois, on a des outils qui sont sur le terrain, dans les moyennes de vie, on parle de 5, 7, voire 10 ans. Donc là, c'est aussi assurer la sécurité de nos produits et de nos clients dans ce cadre-là. Et ça devient primordial. C'est ce que disait Sébastien. J'allais dire Laurent aussi. Parce qu'il y en a deux, c'est pour ça. Il y a de Laurent. Il y a de la partie Laurent Codeville sur la partie sécurité. Android et sécurité, c'est vrai qu'au départ, les premiers usages où on avait étudié la possibilité de mettre Android sur nos entrepôts, il y avait beaucoup de failles de sécurité. Bien sûr. Et puis ça a beaucoup progressé. Et c'est vrai que la partie sécurité est vraiment aussi au cœur de nos préoccupations. On a des vrais enjeux sur la donnée qui devient effectivement réglementaire, personnelle et surtout concurrentielle. Et donc, c'est des sujets qui sont effectivement très, très préoccupants. Donc, par contre, les mises à jour sont importantes et on s'aperçoit qu'effectivement, on doit suivre effectivement l'ensemble des évolutions de nos différentes technologies pour pouvoir y répondre. Et comme constructeur, on est responsable de pouvoir fournir des outils et responsable de la sécurité au niveau je dirais, du cœur du produit et quand c'est le cas avec Android, bien sûr. Messieurs, c'est la fin de cette table ronde. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé et échangé. Et juste avant de conclure, en fait, on a vu que finalement les humains, le lien entre les humains et la technologie était assez fort. Mais finalement, il reste quand même la technologie. Vous avez un petit peu évoqué la 4G privée et évolutive vers la 5G. On va regarder immédiatement une petite vidéo sur justement cette nouvelle technologie qui va bientôt arriver.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ainsi se termine cette matinée et ces tables rondes. Et je donne la parole pour le mot de la fin à Guillaume de la Valade. Guillaume, c'est à vous.